Michel Buisson, vous êtes le président de la communauté d'agglomération, donc Grand Paris Sud, depuis 5 ans maintenant. Comment fait-on pour passer d'une gestion communale, avec la ville de Lieusaint, à une gestion intercommunale? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu compliqué ou vous vous y retrouvez assez facilement? Est-ce que c'est facile tous les jours? Je ne dirais pas cela. Est-ce que c'est passionnant et nécessaire? La réponse, à l'évidence, est oui. Le fait d'avoir un bloc de 350 000 habitants, 355 000, donne une puissance, évidemment, à la fois financière en termes d'investissement, puisqu'on investit quasiment tous les ans 100 millions d'euros à l'échelle de l'agglomération, 100 millions d'euros, c'est donc extrêmement conséquent. Et puis ça permet de donner une visibilité à l'échelle de l'Île-de-France, et donc d'être en capacité de peut-être mieux coopérer et de porter des politiques publiques plus efficientes. Bon, c'est à la fois des politiques publiques de mobilité, hein, le fait qu'il y ait par exemple 3 trains qui sont directs le matin, voilà, ça c'est un sujet extrêmement important pour nos habitants, mais c'est bien la puissance de l'agglomération qui le permet. Le fait d'avoir le TZN 1, le TZN 2 en construction, le TZN 4, le tram sur la liaison Évry-Massy, ça aussi, je crois que c'est évidemment la puissance de l'agglomération. Le fait d'avoir une dynamique économique extrêmement soutenue, c'est la puissance de l'agglomération. Le fait d'avoir un rayonnement universitaire que l'on souhaite encore prolonger, voilà, parce qu'on pense qu'il n'y en a pas assez, mais pour autant, nous avons déjà 25 000 étudiants, c'est aussi porté par l'agglomération. Donc voilà, je crois qu'il faut trouver le juste équilibre entre ce que portent les communes, cette dimension proximité, cette dimension très humaine, et puis des compétences qui doivent être portées à l'échelle de l'agglomération parce qu'elles nécessitent à la fois de l'ingénierie, donc une expertise, parce qu'elles ne peuvent être traitées qu'à une échelle plus large, la politique de l'eau par exemple, hein, et puis parce qu'elles nécessitent des moyens financiers. Justement, la communauté d'agglomération a une particularité, elle regroupe des communes de Seine-et-Marne et de l'Essonne. Comment faites-vous pour gérer un peu cette particularité? C'est à la fois source de complexité, puis en même temps c'est source de richesse, de complexité, parce que 2 départements, ça veut dire voilà 2 conseils départementaux, ça veut dire 2 préfectures, ça veut dire 2 tribunaux, ça veut dire de multiples instants de police, ça veut dire 2 académies. Bon bref, donc tout ça évidemment complique un peu la vie au quotidien, puis en même temps c'est une richesse parce que les cultures seine-et-marniennes et essonniennes ne sont pas les mêmes. Et chacune d'entre elles, évidemment, par leur diversité, permettent, j'allais dire, d'élever notre niveau de jeu. Vous définissez Grand Paris Sud comme une petite France. Oui. Pour quelle raison? Oui, simplement parce qu'on y trouve toute la sociologie qui est aujourd'hui présente en France, avec des communes très populaires, avec des communes avec voilà des habitants même très modestes, et puis des communes j'allais dire plus aisées, peut-être plus bourgeoises. Et puis donc ça c'est en matière de sociologie. Puis on trouve aussi des communes avec un poids de population important. Donc je pense à Évry-Courcouronnes ou à Corbeil-Essonnes par exemple, plus de 70 000 et plus de 50 000 pour chacune d'entre elles. Et puis des communes beaucoup plus petites, Morsan en Essonne ou Réau en Seine-et-Marne. L'inclusion républicaine, c'est quelque chose qui est important à vos yeux? L'inclusion républicaine est vraiment une nécessité. Les orientations importantes qui guident l'action communautaire, c'est à la fois la transition sociale et écologique, l'inclusion républicaine, et puis ce que l'on appelle la ville complète, c'est-à-dire être en capacité de proposer à nos habitantes et à nos habitants toutes les modalités possibles, c'est-à-dire pouvoir habiter, pouvoir travailler, pouvoir se transporter, pouvoir s'éduquer, pouvoir se soigner, pouvoir se culturer, pouvoir se sporter, bref, toutes les composantes de la vie locale. Donc ça, on y tient tout particulièrement. Sur l'inclusion républicaine, c'est simplement dire que sur cet agglo, on n'a pas seulement le droit d'y vivre. On a le droit d'exister. On a le droit d'exister. Et donc on met beaucoup d'énergie pour faire en sorte que, à la fois par l'emploi, par l'économie, mais aussi par la culture, mais aussi par le social, mais aussi par le sport, chacun puisse trouver source d'épanouissement pour tout simplement aller au bout de ce qu'il a envie de faire, aller au bout de ses rêves, pour le dire autrement. L'une des problématiques de ce territoire, c'est l'accès à des emplois locaux.
Comment vous vous y employez? Alors, oui, et c'est une des manières de limiter les trajets pendulaires, qui sont très gourmands en temps, évidemment, et qui, à des périodes données, mettent évidemment en difficulté le RERD, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour des habitantes et pour des habitants. Donc oui, une de nos priorités, c'est bien le développement économique. Le développement économique, il est aujourd'hui soutenu sur notre agglomération, avec je dirais, une priorité aujourd'hui donnée à l'industrialisation, ou plutôt à la réindustrialisation, de manière à pouvoir accueillir des entreprises à valeur ajoutée et proposer à nos habitants des métiers à valeur ajoutée économique et aussi à valeur ajoutée humaine. Et pour ça, nous nous appuyons, j'allais dire, sur les filières fortes qui sont déjà présentes, que nous travaillons, et sur les filières en devenir que nous accompagnons. Les filières fortes, ce sont à la fois la génomique, donc tout ce qui est thérapie génique, thérapie cellulaire autour, évidemment du génopôle, et plus largement, j'allais dire, de la santé. C'est aussi l'aéronautique, avec notamment la présence de Safran, Safran Réau et Safran Corbeil-Évry. On a là 10 000 emplois sur l'aéronautique, et il y a d'autres belles entreprises sur l'aéronautique, donc je pense à Hutchison par exemple. Et puis nous avons nos filières en devenir, les éco-activités. Donc ça, c'est très important dans notre stratégie de transition sociale et écologique, mais aussi le numérique, mais aussi le sport, et puis tout ce qui est accompagnement à l'innovation logistique, puisque nous avons pas mal de belles entreprises logistiques sur notre territoire. On peut parler aussi de la réhabilitation des friches industrielles. Je pense notamment à l'ancienne usine Lu de Rissorangis. Oui, voilà. Donc là, dans cette stratégie de réindustrialisation, il y a à la fois le label que nous avons obtenu il y a quelques mois depuis maintenant, enfin label que nous avions déjà et que nous avons réobtenu depuis quelques mois, donc territoire d'industrie. Et puis nous avons été aussi lauréats sur 3 territoires de notre agglomération au titre de France 2030. Ça veut dire que voilà, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, nos territoires sont fléchés pour accueillir des entreprises industrielles. Voilà, et donc ça c'est très précieux avec tous les process de simplification administrative qui vont avec. Et parmi évidemment ces fonciers, il y a le foncier Lu, donc ancienne friche, voilà, avec voilà ces parfums de petits beurre qui embaumaient tout le territoire, notamment quand on passait sur l'autoroute A6 il y a maintenant quelques années, et qui a vocation, effectivement, il y a 17 hectares à pouvoir accueillir une entreprise industrielle. Il y a aussi 5 hectares à proximité du Génopôle, là avec une thématique santé extrêmement forte. Et puis il y a les 150 hectares sur Réau, en appui sur l'aérodrome, à proximité de la SNECMA, pour y accueillir un projet industriel majeur, puisqu'il y a 100 hectares d'un seul tenant qui permettent d'accueillir voilà, une entreprise industrielle, européenne, internationale, sur des secteurs d'avenir. Le pendant de cette stratégie, c'est la sanctuarisation des terres agricoles. On parle de 200 hectares. Oui, alors un peu plus même que 200 hectares. La ville nouvelle, donc essentiellement donc la ville nouvelle de Sénart, a encore aujourd'hui 1350 hectares de terrain à propriété de l'État et destiné à l'urbanisation. Le travail que nous avons conduit avec l'ensemble des élus, avec l'État, c'est donc de réduire la voilure, évidemment, dans la stratégie du zéro artificialisation nette. Et donc sur ces 1350, 1000 vont être sanctuarisés. 1000 vont être sanctuarisés. 800 pour l'agriculture et 200 en ce qu'on appelle ENAF, c'est-à-dire des espaces naturels, agricoles et forestiers. Voilà. Sur les 350 qui restent, 1350 moins 1350, ce sont tout simplement les ZAC qui existent aujourd'hui. Donc les zones d'aménagement concerté, donc c'est l'écopôle, c'est le carré, c'est le Levant, c'est l'écoquartier dont on parlait. Voilà, c'est tout cela. Donc on reste sur des périmètres administratifs qui ont déjà été votés, sur lesquels les choses sont déjà engagées. Pour le reste, on sanctuarise et on adosse cette sanctuarisation à une stratégie agricole alimentaire territoriale que nous avons votée il y a maintenant quelques semaines et qui permet d'accompagner cette mutation agricole voilà, qui aujourd'hui est plus que nécessaire dans notre pays. Vous êtes président également du syndicat Haute-Sud du Sud francilien depuis un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler de la guerre de l'eau? Oui, alors, avec Suez. Oui, je crois que une des
une des grandes orientations de notre agglomération, c'est la transition sociale et écologique, et je place volontiers le social avant l'écologique. Ça passe évidemment par plusieurs actions, notamment par la maîtrise publique de ce que l'on considère comme étant des biens essentiels, des biens communs. Quels sont ces biens essentiels? Ce sont l'eau, je vais y revenir, l'énergie et le foncier. Donc le foncier, on en a parlé, avec les 1350 hectares et les 1000 hectares que nous sanctuarisons. Donc c'est une manière évidemment de valoriser un bien commun. Sur l'énergie, nous sommes aujourd'hui le deuxième territoire d'Île-de-France en utilisation des réseaux de chaleur. Voilà, et nous avons des projets extrêmement ambitieux, mais toujours à partir d'une maîtrise publique, de manière à garantir le prix de sortie pour nos habitantes et nos habitants, et de ne pas subir les fluctuations du prix du gaz, par exemple. Et puis l'eau, maîtrise publique de l'eau, évidemment, un bien commun essentiel. Nous avons conduit depuis maintenant plusieurs années la constitution d'une régie publique de l'eau, qui prend en compte à la fois toutes les dimensions, à la fois distribution de l'eau, mais aussi assainissement, épuration, et puis nous avons aussi la compétence GEMAPI, c'est-à-dire la compétence qui permet de gérer à la fois les inondations et en même temps la biodiversité, et puis il nous reste cette compétence production d'eau, donc c'est les réseaux interconnectés sud-franciliens, c'est ce qui nous oppose à Suez aujourd'hui, puisque ce réseau interconnecté sud-francilien est aujourd'hui propriété de l'entreprise Suez, qui est entre guillemets, une anomalie de l'histoire, puisque en règle générale, quasiment nationalement, tous les réseaux sont propriété publique. Voilà. Ici, ça n'est pas le cas, parce qu'il y a eu 2 villes nouvelles, parce qu'il y a eu de l'extension. Enfin, il y a des explications, bien évidemment. Et ce que nous souhaitons, c'est reprendre, pour avoir la maîtrise publique totale du grand cycle de l'eau, la propriété, donc la réappropriation du réseau interconnecté sud-francilien, qui, comment dirais-je, comprend et intéresse bien plus que Grand Paris Sud, qui intéresse 1,4 million d'usagers, et donc plusieurs agglomérations, et nous nous sommes fédérés à plusieurs agglomérations pour créer ce syndicat mixte fermé, comme on le dit, SMF, qui permet de gérer la production d'eau et donc d'avoir un interlocuteur unique vis-à-vis de Suez pour négocier, entre guillemets, cette réappropriation. Cette notion de puissance publique, là, vous en faites vraiment une question de principe? Oui, je pense de maîtrise publique. Sur les biens essentiels, il est nécessaire d'en avoir la maîtrise publique de manière à garantir à nos habitants un socle et garantir un accès équitable, un accès permanent et équitable à ce qui fait la vie, quoi. L'eau, l'énergie, le sol. Le Carré Sénart, c'est le pôle commercial et culturel de votre territoire. Un mot sur les projets en cours, sur l'évolution de ce site important? Le Carré Sénart, c'est un écrin qui donne de la valeur économique et de la valeur humaine à toutes les communes qui l'entourent. Pour nous, c'est un objet sur lequel nous attachons énormément d'importance sur le plan qualitatif, avec 2 orientations majeures, voilà, qui conduisent aux objets qui sont aujourd'hui déjà posés sur le carré et à ceux qui viendront demain. Ces 2 orientations sont les suivantes. La première, c'est la connaissance à travers la culture et la formation. La culture, le théâtre, le cinéma, 3e cinéma de France en termes d'entrée. La culture, c'est aussi le loisir, c'est Cohesio, pour prendre un exemple. Et puis la formation, c'est la formation supérieure avec l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers. Et notre souhait, c'est que là où il y a une école d'ingénieurs, il y en ait une 2e, une 3e, une 4e demain. C'est ce sur quoi nous nous engageons. Et des écoles qui peuvent être des écoles, évidemment, du design, de management, numérique, bref, tout ce qui aujourd'hui est nécessaire à notre société. Et la 2e orientation, c'est santé, bien-être, sport. Et là, on la retrouve à la fois à travers le pôle médical 1, en attendant le pôle médical 2. Pôle médical 1, c'est 40 spécialités, 100 spécialistes qui y travaillent. C'est une intuition politique, où on m'avait dit ça ne marchera jamais. Il a fallu un peu de chance, mais enfin aujourd'hui c'est une réussite, toute la France vient voir comment on a fait. Voilà. Donc ça c'est quelque chose dont on peut être évidemment extrêmement fier. Le bien-être, c'est aussi Caliceo qui vient de s'ouvrir, donc un centre de bien-être voilà, très qualitatif et qui connaît un succès fulgurant.
Et puis, c'est demain, nous y travaillons, l'arrivée de l'UGCAM, l'UGCAM, donc le centre de réadaptation de Coubert, qui va venir s'installer, s'implanter sur le carré Sénart. C'est donc 10 000 mètres carrés. En gros, une clinique de soins de suite spécialisée, gérontologie, accident de la route, grand brûlé, qui va venir s'installer sur notre territoire. Vous avez évoqué tout à l'heure le Génopôle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le Grand Paris Sport et sur le cirque de l'Essonne? 130 hectares partagés entre les communes de Lys, Corbeil et Villabé. Le cirque de l'Essonne rentre dans la politique de transition sociale et écologique que j'évoquais, dans la partie biodiversité, si on peut dire, même si tout est lié, voilà. Et c'est un projet, moi, dont je suis très heureux, parce que c'est moi qui l'ai repris il y a maintenant 7-8 ans, pour lui donner évidemment la forme qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire une préservation quasi totale de ces espaces, y compris dans sa dimension agricole, et en même temps un lieu éducatif, donc que l'on peut traverser avec précaution, mais que l'on peut traverser de manière à ce que la biodiversité, ça ne soit pas un lieu totalement sanctuarisé et éloigné de l'urbanisation, mais que l'on puisse évidemment favoriser à travers des approches éducatives ce que est la réalité du vivant, parce qu'on a besoin tout simplement de respecter le vivant. Nous en faisons partie et nous en sommes voilà qu'une petite partie. Le vivant doit être respecté. Il y a d'autres secteurs sur lesquels nous travaillons. Je pense au lac de Grigny, qui sont une réserve de biodiversité absolument étonnante. Je pense à l'Allée Royale, plus près d'ici, qui est un formidable corridor humain employé aujourd'hui, pratiqué par les joggeurs, par les cyclistes, par les cavaliers, mais qui n'est pas encore un corridor écologique suffisant pour faire en sorte de rapprocher les deux forêts, celle de Rougeot et celle de Sénart, et il faut que demain les petits écureuils puissent aller d'une forêt à une autre. Donc ça, c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Sur le projet Grand Paris Sport, donc c'est un projet qui, je dirais, prend en compte à la fois l'importance de la dimension sportive pour rester en bonne santé, ce que j'évoquais tout à l'heure, et puis aussi l'évolution profonde des pratiques sportives. Aujourd'hui, les pratiques sont plus libres, plus féminines, voilà. Il nous faut plus privées aussi. Il y a beaucoup de salles de sport, voilà. Donc il nous faut évidemment intégrer tout cela, et puis rester dans une approche, j'allais dire écosystémique, c'est-à-dire une approche qui consiste à parler du sport, mais aussi de la santé, mais aussi de l'éducation, mais aussi de la formation, mais aussi de la recherche, mais aussi de l'économie. Voilà, donc c'est tout ça qu'on essaye évidemment d'englober, et à travers cette démarche un peu globale, eh bien, voilà, on plante un certain nombre de pierres. La première pierre, au-delà du stade Bobin qui a été rénové par le conseil départemental de l'Essonne, c'est le travail que nous avons engagé avec le centre de formation de Fleury, donc du football, qui souhaite tout simplement, le président est très porteur, et il souhaite en faire un centre de formation féminin, de pratique féminine du football, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, notamment chez les garçons, il n'y a pas de recul aujourd'hui chez les filles, mais chez les garçons, 95% des jeunes qui à un moment donné suivent une formation pour devenir professionnels ne vont pas au bout. Voilà, donc très peu arrivent à aller au bout, et très peu arrivent à en vivre. Et ce qui veut dire que ces 95%, il faut les préserver. Et la manière de les préserver, c'est qu'il y ait des centres de formation à proximité de leur environnement familial, de manière à ce que le lien, l'éducation soit effectivement toujours premier. Bon là, c'est le projet pour les filles en appui sur le club de Fleury qui est en Ligue 1 et qui doit être 4e ou 5e actuellement du championnat, et on en est très fiers.